Bonjour et bienvenue dans iGeek Now, l'émission de la rédaction d'IGN. Cette semaine, on ressort les sabres et les pistolets laser avec Star Wars Battlefront. Nous aurons aussi un invité pour nous parler d'un court-métrage époustouflant Dragon Ball Z, The Fall of Men. Mais d'abord, il est temps de souhaiter un anniversaire, celui d'une console mythique. Alors, question. Qui suis-je ? Je me suis vendu à 49,10 millions d'unités dans le monde. Non, ce n'est pas ça. Je suis sorti le 11 avril 1992 en Europe. Non plus. Et 2 ans avant, au Japon, mon jeu le plus vendu à ce jour est Super Mario World. Je suis, messieurs. Super. Super. Famicom. Allez, la Super Famicom, comme on l'appelle au Japon, mais la Super Nintendo chez nous. On souhaite les 25 ans, enfin on fête les 25 ans de cette console Nintendo au Japon. Effectivement, la sortie en japonaise. Europe, elle a aussi beaucoup marqué. Ouais. J'ai parlé de console mythique. Est-ce que pour toi, Aymeric, la Super NES, c'est une console culte ? C'est une console incontournable. Ouais. Ça a forgé le jeu vidéo qu'on a aujourd'hui, je trouve. Voilà. Après, quand elle est arrivée, c'était une petite révolution, même si la Mega Drive était déjà là. Alors, on avait eu la Mega Drive en 1990, la console de Sega. Et pourtant, quand on voit les chiffres aujourd'hui, on parle souvent de compétition entre la Mega Drive et la Super Nintendo, mais à l'époque, la Super Nintendo était quand même un raz-de-marée. C'est arrivé après, mais effectivement, ça a tout soufflé, quoi. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais je pense que c'est surtout le fait qu'il y ait énormément de jeux qui soient sortis, énormément de jeux de qualité. Donc, déjà, il y a les jeux Nintendo, cela va de soi, mais tous les éditeurs tiers ont suivi, donc il y avait énormément de contenu. Il y avait des petits problèmes sur la Mega Drive de ce côté-là. Après, il y a eu des choses où la Super Nintendo avait l'avantage, typiquement le mode 7 qui permettait de se balader un petit peu. C'est pas de la 3D, mais c'est pseudo 3D qui était une technologie quand même assez à l'époque, c'était étonnante assez pour énorme. l'époque. Ça marchait bien pour les shoots ou pour les voyages aériens, etc. Ou pour simuler de la fausse 3D. Exactement. On se rappelle par exemple de Star Fox 3D où on avait les vaisseaux en relief. C'était des lignes, quoi. C'était des petites lignes, mais je veux dire, le rendu était assez incroyable. Avec une cartouche qui avait une puce dédiée d'ailleurs. Exactement. Dedans, pour tourner. Avec tout à fait. Il y avait la manette qui était vraiment très très bien et bien meilleure que celle de la Mega Drive à l'époque. Très ergonomique. Avec la première fois les touches sur les tranches, c'était la première fois que ça arrivait. Toi, Erwan, est-ce que la Super Nintendo, c'est une console qui reste dans ta mémoire ? Toi qui as eu une 3DO plutôt qu'une PlayStation. Moi, j'y ai joué, mais chez un pote, parce que moi j'étais plutôt Amiga, donc j'avais tous les jeux qu'il me fallait, sauf les jeux de baston. Et donc du coup, pour moi, la Super NES, c'est du jeu de baston, c'est notamment DBZ, quoi. Donc c'est DBZ le jeu de baston qui retiendrait, parce que moi je pensais que tu allais sortir autre chose. Bah oui, forcément. Ah non, pour moi c'est le jeu sur lequel on a passé beaucoup de temps. Donc ça doit être super plutôt dont tu parles, je pense. Ça a ruiné mon bac et celui de mon pote d'ailleurs. Donc voilà, c'est vrai Cédric, si tu me regardes, je suis désolé. mais on s'est bien amusé. Et c'est vrai qu'on était en plein dans la folie DBZ à cette époque-là, mais on voyait la série et en même temps on jouait au jeu. Mais quand tu parlais de jeu de baston, moi j'aurais pensé peut-être toi, Aymeric, à Street Fighter 2, évidemment. C'était la première fois qu'on avait on a eu l'impression, parce que c'était pas vraiment le cas en fait, que c'était une véritable adaptation de l'arcade. Mais c'est pas vrai en fait. Au final, quand vous regardez la version arcade et vous regardez la version Super Nintendo au moment de sa sortie, il y a quand même de sacrées différences. Néanmoins, on n'avait jamais eu un jeu d'une telle qualité quasiment égal à ce qu'on avait à l'arcade. C'était un véritable système seller parce que Street Fighter est aussi sorti sur Mega Drive et puis sur toutes les consoles de l'époque. Je crois qu'il est sorti un petit peu après, il me semble. Oui, tout à fait. Mais surtout, le vrai truc, c'est que la seule machine qui permettait d'avoir des jeux aussi bien qu'en arcade, c'était la Neo Geo, et console qui était hyper chère et inaccessible. Et donc du coup, avoir ça sur Super NES, c'était extraordinaire. Pouvoir jouer quasiment à la version arcade de Street Fighter 2, c'était fantastique. Parce que l'un des problèmes de la Neo Geo, qui était vraiment à la même époque que la Super NES, c'était son prix évidemment, mais que c'était aussi surtout beaucoup les jeux qui venaient de l'arcade, alors que la Super NES, quand on s'en rappelle aujourd'hui, c'est aussi des jeux d'aventure et c'est aussi des RPG. Toi qui es aussi amateur de ce genre, il y en a un paquet, mais j'ai peur de te couper l'herbe sous le pied, alors j'ose pas. Non, mais vas-y, s'il y a un RPG que tu devais retenir de cette période. Il y en a des tonnes, mais le Final 6 évidemment est extraordinaire. Final Fantasy 6. Après, qui était FF3, c'est ça. Alors chez nous c'était FF3, je crois, effectivement. Non, c'était aussi aux US d'ailleurs. Je crois qu'il est pas sorti chez nous. Non, il est pas sorti chez nous. Voilà, mais bon, à l'époque, il y avait les copies, voilà. Enfin bon, bref, ces trucs ou pas les. Oui, on peut en parler maintenant. On mettait cette espèce de petit appareil avec une console soit américaine, soit japonaise, et puis une console derrière, tu mettais un espèce de cartouche truc européenne pour que ça fonctionne. Alors t'avais le système de cartouche, mais t'avais aussi le système carrément qui allait plus loin où tu mettais carrément un truc qui mettait des disquettes à l'intérieur. Oh là là. Donc voilà, mais je l'ai encore, ça si vous voulez, je l'amène un jour. C'est beau ça. C'est du collector aujourd'hui. Enfin, bon après, on va se faire engueuler par Nintendo, mais bon bref. Donc non, évidemment, c'est une machine mythique. Des jeux, il y en a des tonnes. On pourrait parler de Link to the Past, qui a quand même été une révolution. Le Zelda 3 avec un monde ouvert. Exactement, voilà. Pour l'époque. Et puis surtout, il y en avait vraiment pour tous les goûts, quoi. J'ai envie de te dire, elle dominait dans tous les styles de jeu.
et tout le temps au niveau du gameplay, la manette ça fonctionnait vraiment très très bien, alors qu'on se rappelle qu'il y avait des gros problèmes sur la manette Mega Drive parce que cette lutte quand même elle était Qui importante à faisait l'époque. mal dans le creux des mains. Exactement. Là, avec sa forme un les peu les de boutons étaient 300 pas, lunes. quand t'appuyais dessus ça faisait un peu toc, etc. C'était pas le cas de la Super NES. Donc voilà, après des jeux, je sais pas, t'en as sûrement aussi dans la tête. Moi j'en ai, quelques-uns. j'aimerais juste Erwan savoir si à part Butoden et Franchement, il y a malheureusement, pas d'autres jeux. non, parce que c'est à ça Même qu'on pas joue un sur Super d'autres. Mario Kart chez les copains qui est quand même Ouais, d'accord. la Super série Mario est Kart, née ouais. à ce Bien moment-là sûr. mythique. Ouais, évidemment. Moi il y a plein de jeux que je retiendrai, peut-être certains qui ont un peu été oubliés comme le Beat'em All des Tortues Ninja, Turtle in Time. C'était aussi la grande Ça a été un époque carton. des Beat'em All. Quand c'est Voilà. sorti, c'était Konami, c'est ça? C'était Konami, ouais, C'était à un l'époque carton. des grands jeux C'est celui-là qui d'arcade. était impossible à finir. André Non, pas celui-là. Non, celui-là était vraiment bien dosé. Toi, tu parles de celui de la NES, un jeu d'aventure Tortue Ninja. Et puis, je retiendrai aussi un jeu qu'on pouvait faire malheureusement qu'en import à l'époque, mais qui n'a pas vieilli aujourd'hui. Si vous voulez le refaire, il est disponible sur DS. C'est Chrono Trigger, qui était quand même l'association là de tous les talents avec Toriyama au design, avec les équipes de Final Fantasy derrière. C'est Square Enix. Square Enix, ouais, un RPG vraiment encore très très moderne. Donc, je crois qu'on l'a dit, hein, la Super Nintendo, c'est quand même une console qui a marqué. Et puis surtout, cette c'est une console sur génération. laquelle tu peux encore jouer aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux en trouver, évidemment, il faut mettre le prix, mais tu peux encore trouver des Super Famicom ou des Super Nintendo dans des magasins spécialisés. Il y a tout plein de jeux, beaucoup qui sont en très bon état parce que les mecs ont fait souvent très attention. Après, évidemment, ça coûte. Même si elle jaunit parfois la console. Évidemment, elle jaunit, mais elle marche toujours quand même. T'imagines, Elle 25 ans fonctionne toujours. après, il y a assez peu de consoles qui peuvent se targuer de se dire voilà, 25 ans après, ça fonctionne encore. Tout C'est à fait. le seal of quality Nintendo, quoi. Exactement. Et plus de 25 ans après, on retrouve un jeu Super Nintendo en ce moment sur PlayStation 4 et PS Vita. C'est Super Star Wars qui est disponible à l'occasion de la sortie de Star Wars Battlefront. Star Wars Battlefront est disponible cette semaine sur PC, PS4 et Xbox One. On le sait, derrière ce jeu, c'est le studio suédois DICE qui a développé les jeux Battlefield, très populaires pour du jeu multi, du FPS multi. Ce qu'on retrouve avec ce Star Wars Battlefront, alors vous avez pu y jouer tous les deux, toi sur PC je crois, PC, Erwan, ouais. et toi sur PS4. Sur les deux, Thomas PS4 et Xbox Sur One. les deux, PS4, Xbox One. Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors ce Star Wars multi, est-ce qu'il va nous permettre d'attendre dans les meilleures conditions le Star Wars 7 qui arrive Alors le 7 clairement, décembre au si tu cinéma. vas sur le jeu pour te dire je prends ma claque Star Wars, Mhm. techniquement c'est une baffe, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mhm, Moi déjà tout sur à fait. PS4, Xbox One c'est superbe, sur PC c'est encore plus beau, donc c'est vraiment... C'est magnifique. Voilà. C'est vraiment un jeu, tu le lances, là j'ai vraiment Là, je joue acheté à un Star PC Wars. pour quelque chose, quoi. Mais de toute façon, t'es fan de Star Wars, là t'es emporté tout de suite. Ah mais tout de suite, Ah, C'est grâce au emporté par les graphisme, graphismes, mais aussi graphisme, l'ambiance, les musique. animations, la musique, les effets spéciaux, tout. non, franchement c'est superbe, les batailles de vaisseaux, merde, les dogfights, Ouais, vaisseaux ouais. spatiaux, etc. Alors par contre ce qui est un petit peu dommage c'est que ces batailles n'ont lieu que au-dessus des planètes et pas dans l'espace. Oui, ça c'est un reproche qu'on a fait parfois. Ça peut dans un peut-être prochain arriver en DLC parce il y qu'ils ont aura un quelque sacré chose. season pass à un prix absolument dithyrambique, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mhm. Mais voilà, toujours est-il que c'est un jeu, si tu veux prendre ta claque Star Wars, typiquement tu regardes un film Star Wars, tu joues à ce jeu-là pendant 2 ou 3 heures après. Est-ce que tu vas jouer 15 heures à ce jeu-là d'affilée? Est-ce que, comme un Counter-Strike, je prends l'exemple extrême, hein, tu vas y jouer pendant 5 ans ou 10 ans? Pas du tout. Il faut pas se tromper, le gameplay est assez basique, assez archaïque même. Le but c'est que ce soit accessible pour tout le monde. Ouais. Et c'est un choix qui a été fait par DICE et finalement qui est pas si mauvais que ça parce qu'il se rattrape sur d'autres choses, moi je trouve, notamment sur les modes de jeu. Ça permet à tout le monde de s'amuser en fait assez rapidement. Exactement, on comprend très vite les règles. C'est pas tellement je maîtrise telle arme et j'ai un gros skill au sniper par exemple. Ça fonctionne pas tellement comme ça. En fait, tu maîtrises certaines armes, mais ce qui compte, c'est la manière dont tu vas te placer par rapport aux lignes de friction entre les deux factions, l'Empire et les rebelles, Ouais. qui se battent. Il faut être plus intelligent que l'adversaire. Tu peux voir et anticiper où va aller l'adversaire grâce à un mini radar en bas à gauche. Si le mec fait trop de bruit quand il tire ou quand il se déplace, tu vas savoir à peu près où il est. Donc l'idée c'est de se placer derrière lui, de le contourner, tout est comme ça. Et tu peux jouer en groupe aussi, donc tu vas te déplacer à 5 par exemple, 5 joueurs, tu as des maps qui sont 20 contre 20, je crois c'est ça le maximum. Ouais, c'est Tu peux faire des petits suprématie, c'est groupes, 20 des contre 20. petits escadrons, voilà. Et l'idée c'est vraiment de se placer aux bons endroits, de bien maîtriser D'accord. la carte et les cartes. Et tout est là, mais c'est pas sur le skill en face à face, one to one. Tu vas dire, ouais, je maîtrise mieux ce flingue là, donc je vais battre le mec Est-ce sur que- lequel je tombe en face. Est-ce que finalement on pourrait plus le comparer à un jeu qui avait été considéré comme très accessible aussi à l'époque? Est-ce que ça serait plus finalement une sorte de Titanfall qu'un Battlefield finalement? Là, comme tu veux. vas-y. Peut-être pas dans le feeling, mais en tout cas dans l'esprit. Oui, c'est vraiment fait pour être cinématographique, c'est fait pour envoyer du visuel, quoi, pour Mhm. être dans une ambiance. Donc, ouais, c'est exactement comme C'est fou. Titanfall à ce niveau-là, sauf que t'as le savoir-faire de DICE pour les maps ouvertes,
les cartes gigantesques et les véhicules et tout ça, quoi. Les modes de jeu sont suffisants. Est-ce qu'on souffre pas quand même de l'absence d'un solo? C'est l'absence de peut-être cartes pour l'instant, parce qu'en fait il y a plusieurs modes de jeu et il y a plusieurs cartes par mode, mais si on s'intéresse qu'à un seul mode, en fait on tourne vite sur ces quelques cartes là. D'accord. Et il y a aussi assez peu d'environnement encore pour l'instant. Est-ce Il y en a une douzaine, en fait. Est-ce que vous avez découvert un mode de jeu plus original que les autres? On sait qu'en général c'est des captures de moi, flags. clairement, mais je sais pas, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Moi je préfère Suprématie parce qu'il Ok. crée une ligne de front qui est vraiment C'est 20 fantastique. contre 20, hein, suprématie. D'accord, c'est donc là on est beaucoup sur la On carte. va ouais. d'un objectif où on recule sur l'objectif et il y a toujours une ligne de front qui est vraiment très impressionnante. On est vraiment dans le film. On n'est que 20 contre 20 sur la carte, mais on est tous au même endroit et ça crée Et avec une ça, t'as bataille qui T'as les est vraiment magnifique, quadripodes, quoi. t'as les bipodes, ça, Avec c'est- les c'est lasers pas dans les tous les bipodes, sens, bipettes, pardon. les véhicules et tout. C'est Voilà, dans un exactement. film Star Wars, quoi. Et D'accord. au-dessus, t'as les vaisseaux qui tournent. Enfin voilà, d'un coup, tu peux te retrouver sur la bataille qui est au-dessus et tout. Donc c'est effectivement très impressionnant. Très dynamique. Moi, par contre, je préfère les modes où il y a moins de joueurs. D'accord. Parce qu'en fait, justement, tu vois où sont les autres, puisqu'il y a la petite minimap et tu peux, s'ils se déplacent trop vite, les repérer. Et en fait, tu as des modes où, par exemple, tu vas avoir du capture the flag, mais le flag se déplace, c'est un petit robot qu'il faut protéger. D'accord. Tu vas avoir un truc où tu as un héros, en fait, un personnage qui incarne un héros, il est avec lui et On les a 4 vus, il y a mecs. Luke, il y a Vador, il y a Pour l'instant, il y en a Boba 6, Fett, je crois. il y a Pour l'instant, il y a Han six. Solo. Il y en a d'autres qui arrivent après, en DLC évidemment. Mais voilà, moi je préfère les modes où on est un petit peu moins nombreux, sur des maps un peu plus petites, et en fait ça se joue plus sur le positionnement et la discrétion finalement D'accord. presque. Moi je suis planqué dans un coin, j'attends, je vois qu'il y a un mec derrière, donc je vais me contrôler, je me place et j'attends qu'il arrive et je le déglingue. Bon, Moi je préfère ça. En tout cas, tous les Moi, je suis deux. comme un bourrin, je fonce dans le tas et je me Ouais. fais défoncer, mais c'est pas grave parce que tu Voilà. reviens très Ouais. vite tout le temps. T'es de la chair à canon, t'es Bon. vraiment le Stormtrooper qui te fait C'est défoncer. C'est Le du mec tu sais, qui rentre dans une porte Ouais, et qui se prend un tir, quoi. C'est toi, quoi. c'est C'est toi dans du le jeu. FPS popcorn en fait. Faut C'est pas un, jeu, savoir. c'est un jeu en tout cas que vous recommandez. On a vu certains avis frileux au moment des tests, enfin Bien pas sûr, frileux, mais c'est qui normal. considèrent que c'est pas voilà, le plus grand jeu C'est du normal, mais il faut ouvrir son esprit à d'autres. Maintenant, c'est une licence pour des millions de gens. monde. Et pour les Et fans c'est de des Star millions de Wars, gens en qui ont tout des cas, ça marche. PS4 et des Xbox One et il leur faut un jeu comme ça. Clairement, c'est fait pour tout le monde et ils ont vraiment réussi leur coup pour le coup. Bon. Voilà. Mais par contre, faut pas le prendre pour un Counter Strike Go, ça n'a rien à voir en fait. C'est du FPS fast food, popcorn qu'on consomme après avoir vu le film. Voilà. Très bien, bah écoutez, d'une licence culte comme Star Wars, on va passer à une autre, Dragon Ball Z. On a la chance d'avoir un invité pour nous parler d'un court-métrage qui vraiment nous a bluffé, qui s'appelle DBZ, The Fall of Man. Dragon Ball Z, The Fall of Man, c'est un court-métrage que vous pouvez voir sur YouTube, réalisé par Johan Faure et Vianney Griffon, qui est avec nous. Salut Vianney, Salut. ça va bien ? Ouais, ça va très bien. On l'a vu, vous l'avez sûrement vu aussi parce qu'il a dépassé les 9 millions de vues, je crois. On est over. Il a dépassé over- déjà ou over 9 ouais, millions. Ça y est, on est à 9 millions en 9 jours. Là, en Eh 9 ben, jours. c'est quand même pas 1 mal. million par jour, tranquille. Et- C'est plutôt bien. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce DBZ The Fall of Man? Eh ben, on voit un univers sombre dans lequel Cell fait régner la terreur C'est ça. et où Trunks, comme dans le dessin animé ou dans le manga, va essayer de rétablir la confrontation. Et puis évidemment, on va avoir des combats d'envergure, ce genre de choses. Alors nous, on a été vraiment bluffés par la qualité C'est vrai. de ce court-métrage. Et puis, on aimerait savoir comment ça a commencé, à quel moment vous vous êtes dit, on se lance dans cette aventure. Et ben avec le co-créateur Johan Faure, Ouais. qui est réalisateur sur le projet, moi je suis directeur artistique. Et en gros, on était en coloc et on se rematait pour la énième fois Ouais. tous les dessins animés. Et on avait revu cette scène très particulière quand Cell était arrivé. C'était le dévoilement de Cell, donc on voyait juste des fringues partout, il Ouais, avait ouais. bouffé tout le monde Il et tout aspire ça. l'énergie vitale de Voilà, tous les c'est habitants. Ouais. Mais on savait pas qui était cette créature et il y avait un truc hyper mystérieux, hyper cinématographique et on s'est dit ouais, ça claquerait en film, ça serait génial à faire. Et en gros, on a développé un peu le projet, mais pendant ça c'était il y a 6 ans à peu près. Et on a développé un peu le projet de notre côté et puis c'est il y a 2 ans qu'on a commencé à se lancer dedans véritablement. Alors j'imagine que tous les deux vous travaillez dans l'audiovisuel ou dans le cinéma, peut-être. Alors Johan donc travaille en tant que machiniste sur des films et voilà, il est réalisateur aussi. Mhm. Et moi je suis designer industriel à la base. Donc, D'accord. là sur le film, je me suis occupé donc de la direction artistique et des effets spéciaux, même si je viens pas du tout de ce milieu. De ce Donc j'ai milieu, appris à le faire au fur et à mesure sur le film. Donc j'ai eu des coups de main à droite à gauche évidemment. Et, L'architecture de la ville en 3D. voilà des par choses exemple. comme ça. Ouais. Mais alors tu disais que c'est un projet qui était en gestation depuis 6 ans et qui a 2 ans vous vous êtes vraiment lancé. Alors qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, boum, on y va? Eh ben, ça vient en fait de Johan qui est allé dans un festival, en fait un kino à Caen. C'est un festival où en 48 heures, on a très peu de moyens, très peu
très peu de choses, et on doit faire un petit court-métrage, un truc scénarisé, monté, tout en 48 heures, donc c'est très très court. Ah, ça fait un peu penser au Game Jam où les gars doivent développer un jeu vidéo le plus rapidement possible. C'est exactement le même style, et en gros, ils s'étaient amusés à faire ce petit test footage que vous pouvez voir sur YouTube. Donc on a fait il y a 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant. Et il avait fait ce petit truc en 2 jours. Il est revenu, il me l'a montré. Il est revenu à Paris, il me l'a montré. Il m'a dit tu voudrais pas essayer de faire des petits effets spéciaux dessus et tout. Alors moi j'étais à fond, je trouvais ça trop bien. Et du coup voilà, j'ai fait quelques petites images, quelques petits trucs. Et là ça a cartonné sur internet. On a eu 4 millions de vues cumulées. Sur plusieurs vidéos, et là on s'est dit ça serait génial de partir sur un projet beaucoup plus gros et de lancer un gros projet. C'est parti de là, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant. D'accord. Voilà. Donc en fait, les 4 millions de vues, ça vous a aussi permis de trouver des gens pour peut-être participer, vous aider En fait, on a lancé une campagne Indiegogo il y a un peu plus de 2 ans. C'est une campagne de financement sur Internet. Et on avait demandé de l'argent. On n'a pas du tout eu ce qu'on voulait. On avait eu donc $1 900, moins tout, ça nous faisait en gros 1 100 €. Mais ça nous a permis de lancer déjà la machine, de lancer tout le tournage et de payer la bouffe pour tout le monde, parce que c'est un projet bénévole. Tout le monde est bénévole sur ce projet. Vous étiez combien à peu près sur le projet du coup? Ouais, c'est un budget très serré. Et oui, combien de personnes du coup pour ce Fall of Men? Alors, donc sur le tournage, sur la première session de tournage, on était environ 25. Et après, au final, sur tout le projet, il y a pas loin de 150 personnes qui ont bossé. Ok. Voilà, de près ou de loin, ça dépend. Ça dépend le tout. Après, il y a eu 2 semaines de tournage en tout, et après 2 ans de post-prod, parce qu'évidemment, on n'avait pas les moyens de faire ci ou ça, donc il fallait retoucher un maximum en post-production et tout ça. Donc un très voilà, c'était tous des fans de DBZ, ou il y en a qui jouaient au projet seulement pour l'ampleur du truc? La plupart, c'est ce qui motive en fait, parce que quand c'est pas payé, et voilà, ils ont envie de voir si le projet est sérieux, s'ils s'entendent avec nous artistiquement, et ils ont envie de Et ils ont tous adhéré au parti pris alors finalement, parce que c'est quand même une direction créatrice. Ouais, vraiment dark, avec un style hollywoodien aussi. Pas tous, ça dépend, mais au début il y a plein de gens qui viennent réticents, mais quand on leur explique notre point de vue, qu'on voit avec eux, et non, ça passe très bien en fait. Ils comprennent très vite le raisonnement, pourquoi on a fait ces choix, des cheveux violets par exemple, de Trunk, et de les enlever. Et non, ça passe bien. Une fois qu'on adhère et qu'on voit le film, on s'aperçoit que c'est plutôt les bons choix qui ont été faits. D'accord. Je pense. Voilà. Alors bon, là le succès est phénoménal au nombre des vues, etc. Est-ce que vous prévoyez déjà quelque chose de nouveau, quelque chose de plus? Est-ce qu'on peut imaginer que vous réinterpréteriez d'autres arcs, je ne sais pas, Namek, Boo, des bouts de l'histoire de DBZ qui vous plairaient? Alors c'est pas prévu. C'est pas prévu c'est pour pas le moment. Prévu pour l'instant. Là, ça fait qu'une semaine. Bien donc, sûr, c'est tout frais. Repartir déjà avec vacances. Et honnêtement, voilà, ça reste une fanfiction, donc c'est en gros, on n'a pas d'argent. On a fait ça avec les moyens du bord. On bossait un petit peu à côté, donc c'est comme ça qu'on se rémunérait, mais sinon on n'avait pas d'argent. Vous avez eu des retours très, très peut-être de personnes directement impliquées avec la série Dragon Ball Z ou avec le manga? On a vu que vous avez été retweeté par certaines célébrités. Stanley, entre autres Stanley, voilà, ça, pas mal. Ça c'était franchement le roi cool. des comics. Ouais. Et alors là, c'est un peu la consécration quand il nous a fait son tweet. Mais non, pas lié à DBZ. Pas lié à DBZ. D'accord. J'ai l'impression que le film, pour l'instant, n'a pas du tout touché le Japon. On essaye justement de l'importer là-bas. Ouais. D'accord. Parce que là, ça serait... Et oui, avoir un petit mot, d'Akira Toriyama, voilà. ça serait... Et dans le métier, en fait, ça sert de carte de visite maintenant C'est pareil, c'est trop tôt pour le dire. Là, ça fait une semaine pour l'instant. On est en train on lit tous les articles, on regarde ce que les gens disent, ce qu'ils en pensent, et on verra après. Pour l'instant, c'est trop tôt. Très bien. Bah écoute, déjà profitez du succès de ce très beau travail, donc avec ton comparse Johan Faure. Je t'invite à rester avec nous. On va passer tout de suite au petit plus.
Le petit plus, vous le savez, c'est l'occasion pour nous de partager avec vous ce qui nous stimule, alors que ce soit de superbes courts-métrages ou de la BD ou des jeux vidéo. Et on va commencer avec notre invité. Donc Vianney, est-ce que toi, ton petit plus de la semaine, qu'est-ce que ce serait ? Alors de la semaine, moi ça fait un moment que j'avais pas joué justement aux jeux vidéo par rapport au court-métrage, À tout ce et boulot, là je suis content parce que je vais pouvoir jouer donc au nouvel add-on de StarCraft 2. StarCraft 2, ouais. Voilà, je Qui suis s'appelle très- Erwan ? Legacy of the Void. Merci. Voilà. D'accord. Je suis un très grand fan de StarCraft, j'adore cet univers, j'adore vraiment tout ce qu'ils font. Attention, Et parce qu'en disant ça, les lecteurs vont commencer à se dire « Ah, il est fan de StarCraft On va voir On a vu ce qu'ils ont court-métrage fait avec DBZ Ouais. voilà. Non, c'est... non. On verra. Pour on verra. l'instant, non, bah ouais. Non mais voilà, le jeu, j'adore la campagne, je trouve que c'est vraiment bien amené, on est bien impliqué dedans, et puis voilà, je suis très jeu de stratégie, donc Ok. Pas facile de revenir au multi après 2 ans. Ouais. le multi, Falloir se remettre j'avoue honnêtement, je suis pas bon au Ouais, multi, je me fais éclater en 2 secondes, c'est pas possible. Ok, donc ça change rien. Les mecs sont trop chauds, non, ça. Ok, bon, bah, C'est plus pour la campagne, et j'aime bien regarder l'e-sport autour de StarCraft ouais, 2, ouais. autour de StarCraft 2. Ok, très bien. Erwan, toi, ton coup de cœur, rapidement. Vraiment rapidement. Moi aussi, un jeu, c'est Hard West. Petit jeu sur Steam, enfin petit. RPG tactique, combat tactique. Mhm. C'est un western en fait. Et surtout, l'ambiance est fantastique parce que c'est un western fantastique avec le mal en fait, avec le D'accord. diable. Et, Avec c'est- une part de surnaturel. c'est- donc. Voilà, c'est pas du surnaturel, genre indien, Mm. mystique, comme on le fait souvent quand on parle de western. Ouais. Là, c'est le C'est pacte avec le l'ésotérisme. diable et Ouais. de l'ésotérisme. Donc c'est vraiment une ambiance très unique, Ouais. avec un gameplay qui semble un peu à la XCOM. D'accord. Du combat tour par tour avec quelques éléments intéressants comme la chance. Mhm. Le personnage a de la chance et si on lui tire dessus, sa barre de chance descend et il finit par se faire toucher. Mais quand il se fait toucher, sa barre de chance remonte. D'accord. Donc il y a des stratégies à faire. On va se faire toucher Le Lucky exprès Strike. pour reprendre de la chance et aller faire autre chose, quoi. Et puis il y a toute une petite partie gestion de fric, de roguelike où il y a des petites aventures entre les scénarios. Voilà. Donc c'est pas un monde ouvert. On fait scénario sur scénario D'accord. de combat et c'est vraiment une ambiance unique. C'est un Tu nous gameplay qui a l'air rappelles le bien nom collé. Hard West. Hard West. Voilà, donc, sur Steam, on trouve sur sorti Steam. là récemment cette semaine. Très bien. Et alors moi, mon petit plus, c'est une invitation à regarder le Desert Bus. Je ne sais pas si vous connaissez cette initiative. Elle est née d'abord aux États-Unis, elle est arrivée en France, et le but, c'est de jouer à un jeu tout pourri, dans lequel il faut conduire un bus dans le désert. C'est très ennuyeux, c'est très chiant. Pendant des heures. Pendant des heures, mais c'est drôle quand les gens qui le font sont des gens que vous connaissez peut-être, comme Florent Gorge, qui a écrit beaucoup de bouquins sur l'histoire de Nintendo, comme Paul Cuisset, qui est le créateur de Flashback, comme Boulet, évidemment, l'auteur de BD, Ou comme Et- Julien Inverno. et qui sera comme présent. moi, voilà, qui serait demain de 16h à 18h, voilà, pour conduire le Desert Bus. Le but du jeu, c'est voilà, pour nous inviter de vous ramener un cadeau qui pourrait peut-être vous plaire. Et puis, vous allez sur le site, il y a des dons à faire pour le secours populaire. Et les enchères montent, les enchères montent. Pour ma part, je vais ramener un poster dédicacé par les créateurs de Pokémon. Donc, si vous intéresse, hop, vous rajoutez des petits sous. Et au final, il y aura toute une cagnotte. Et toute cette cagnotte sera pour le secours populaire. Donc voilà, c'est pour une bonne action. Voilà qui conclut donc ce dernier épisode d'iGeekno. Je vais d'abord remercier Vianney pour Merci sa à vous. présence. Merci beaucoup. Évidemment, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, que ce soit sur le site, mais aussi sur le Facebook IGN France ou via Twitter avec IGNFRA. Je vous souhaite un très bon week-end jusqu'à la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Salut.